Eh ben, bienvenue à tous, même si c'est un petit peu tard. J'espère que vous avez pu suivre un petit peu la présentation en amont. Donc, n'hésitez pas au niveau des questions. Je continue à prendre des questions dans le public, mais vous en faites partie. Donc, vous levez la main, j'arrive avec le micro. Une question un peu spécifique. Vous avez parlé beaucoup de molécules de défense pour les végétaux. En prenant l'exemple de l'IF, là, il se défend contre quoi? Et est-ce que le fait qu'il se défende, enfin, que l'objet que les attaques qu'il subit, est-ce qu'on comprend le mécanisme anticancéreux derrière? Alors, je ne connais pas le détail en fait de l'utilisation de cette molécule de défense pour l'IF. Ça, je n'en connais pas l'intérêt spécifique qui est très précis. En revanche, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que les molécules de défense, en fait, ont une forme de toxicité. C'est pour ça que c'est une molécule de défense. Alors, l'arbre l'utilise, et les plantes, d'un point de vue général, les utilisent en général uniquement lors de l'attaque. Des fois, ne produisent que l'étape finale quand elles sont agressées, et on émet des quantités extrêmement faibles à cet usage de défense et de protection. Mais c'est une piste, car il y a un lien, très généralement, entre donc, ce mécanisme de défense et la toxicité, parce que quelque part, il faut bien le voir comme ça, que ça va avoir vis-à-vis d'une cellule humaine. Le tout, c'est d'être capable de le contrôler, de voir s'il y a un bénéfice vis-à-vis des cellules cancéreuses qui va être supérieur, qui sont plus vulnérables que les cellules saines. Donc ça se joue des détails assez subtils pour le vérifier. Mais c'est quand même une piste de départ. C'est une forme de toxicité. Est-ce que l'utilisation des biocatalyseurs dans l'industrie peut se faire c'est à quel prix? Parce qu'en fait, est-ce que c'est un budget qui est assez conséquent, d'où parce qu'avant on utilisait des catalyseurs qui étaient du coup, on n'utilisait peut-être même pas, mais des choses qui permettaient d'être plus rentables. Et du coup, est-ce que l'utilisation de ces biocatalyseurs rendrait la production plus chère? Alors, question importante et qui revient fréquemment, c'est un petit peu, si je le résume de façon large, est-ce que le bio est plus cher que tout ce qui est pétrosourcé? Alors, je crois que c'est la semaine dernière, j'avais montré l'exemple contraire. Bon, déjà, en termes de faisabilité, c'est la première question qu'on se pose, les éco-catalyseurs, tels que je vous les présente, pour certains d'entre eux, les 3 derniers exemples que vous avez dû écouter, solvants, parfums et donc émollients pour remplacer les silicones, ont été développés à l'échelle industrielle. Donc déjà, en termes de faisabilité, c'est possible. Et si ça a été déployé à l'échelle industrielle, c'est qu'une analyse économique préalable a été faite et a montré que c'était économiquement rentable. Sinon, il n'aurait pas été poussé jusqu'à ce niveau de développement. L'exemple de la semaine dernière va même montrer qu'on pouvait donc être encore plus rentable et même être à un coût inférieur à un produit pétrosourcé. La difficulté qu'il y a, quand même, parce que sinon ce serait trop facile et tout le monde ne ferait que du bio, eh bien, c'est que pour qu'un produit chimique donc, ait un développement large, à grande échelle, il faut optimiser ces procédés. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend des années. Et quand on développe de nouveaux procédés, s'ils ont des intérêts économiques théoriques, pour être compétitifs avec des procédés qui tournent depuis un siècle, où on a eu de nombreuses années pour les optimiser au maximum de ce qu'ils sont, en fait, c'est extrêmement difficile. Il faut un peu de temps, il faut un investissement initial pour y arriver. Bon, voilà. Et si je vais jusqu'au bout de l'histoire, l'industrie chimique européenne, qui est quand même assez en difficulté en ce moment, est un petit peu frileuse justement pour investir dans des procédés nouveaux, parce qu'il y a quand même une prise de risque au départ. Mais d'un point de vue théorique, c'est tout à fait compétitif, et des fois, ça peut même être moins coûteux. Voilà. Il faut faire l'effort initial, donc sur un certain nombre d'années, pour acquérir une très haute maturité au niveau industriel. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est tout à fait possible. Je voulais vous demander, en fait, vous avez dit que vous faisiez des prélèvements au niveau des bactéries, donc du coup au niveau de cette plante qui permet
de digérer, entre guillemets, les particules polluantes. Je me demandais quelle technique vous utilisez pour faire ces prélèvements, du coup. C'est extrêmement simple. C'est à partir des nodosités où on a fait un prélèvement qui est tout à fait ordinaire et classique. Et puis après, on a fait des cultures bactériennes, ce qui n'est pas facile pour les bactéries de sol, qui ne se cultivent pas facilement. Et puis après, on a fait une analyse complète de ces bactéries, donc d'un point de vue phénotypique, pour comprendre un petit peu ce qu'elle est, génotypique, ça a été loin. Puis après, on a essayé de comprendre sa biosynthèse. Et c'est là où on a vu qu'elle ne faisait pas de glycolyse, on l'a vu au niveau génétique, et on a pu vérifier donc, que cette biosynthèse passait par le KDG, qu'elle exprimait, qu'elle produisait. Et l'histoire a été assez loin, là on ne le voit pas sur les photos que j'ai montrées, mais quand on nourrit ces bactéries avec le KDG, elles se multiplient à une très très grande vitesse, c'est-à-dire qu'elles l'utilisent bien et qu'elles l'utilisent en fait à des fins énergétiques. Vous disiez que les concentrations en zinc dans la plante étaient assez importantes. C'est de quel ordre ? Alors, en matière sèche, on dépasse plusieurs pourcents, et dans un catalyseur, on a plus de 10%. Voilà, ce qui est en masse, donc ce qui est monstrueux par rapport à une plante normale. Pour avoir un ordre. Oui. Bonjour, je voulais poser une question un peu plus générale sur votre parcours, puisque vous avez vos travaux ont été récompensés de 15 prix scientifiques, et vous avez fait beaucoup de choses dans tout ce qui est pour l'écologie. Quel profil d'élève étiez-vous à notre âge pour savoir si vraiment votre parcours était tout tracé ou si ça vous est arrivé comme ça? Pourquoi vous vous dirigez vers cette filière-là? Merci pour cette question. Ça va me permettre de parler de ce que vous n'avez peut-être pas trop bien entendu, qui était au tout début. En fait, quand j'avais votre âge, il y avait trop de choses qui m'intéressaient. C'était un vrai souci pour choisir. J'aimais bien la chimie, certes, mais j'aimais beaucoup aussi les maths. Je rêvais peut-être quelque part d'être prof de maths. Le problème, c'est que j'aimais bien la philo, puis j'aimais bien la géographie. Et puis, faire un choix dans tout ça était très compliqué. Donc, en fait, j'ai retardé au maximum l'échéance pour choisir. Et j'étais à l'université, où la formation était peut-être plus générale que si j'avais fait une prépa, qui m'aurait demandé de me spécialiser assez vite. Et je dois bien dire, je le dis souvent d'ailleurs, si j'ai choisi la chimie, c'est que pour moi, c'est une façon de ne pas choisir. J'ai expliqué tout à l'heure que la chimie était vraiment au carrefour de plein de disciplines, des maths jusqu'à la biologie, l'écologie, la physique, etc. Et ça m'a permis de côtoyer toujours ces disciplines frontières que j'aime autant. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a permis aussi de m'intéresser à l'écologie scientifique et de ne pas rester exclusivement dans le domaine de la chimie. Donc vous voyez, j'ai choisi un peu par lâcheté la chimie parce qu'on peut encore tout faire. Voilà. Donc si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, pas de souci finalement. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que vous pourriez établir un lien entre la chimie et la philosophie ? Eh bien oui, figurez-vous que oui. Donc c'est une discipline que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'échange avec certains philosophes que j'accueille dans mon laboratoire. On a même envie de faire un séminaire ensemble. Et ça va vraiment très loin. Parce que je pense justement, raisonner un petit peu différemment, Pierre Potier l'avait fait, mais combiner la chimie et l'écologie, vous imaginez bien que ce n'est pas naturel, que je me heurte à plein d'incompréhensions. C'est une façon très réductrice, tout le monde pense que la chimie ne fait que de polluer. Et puis l'écologie, dans la communauté scientifique, apprécie rarement la chimie parce qu'elle la comprend mal. C'est réciproque. Donc en fait, ce sont deux disciplines qu'on a du mal à combiner. Si je le fais, c'est parce que j'essaie de prendre un maximum de recul dans mes travaux de recherche, que je le vois autrement. Et quelque part, il y a une approche philosophique. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Mais c'est pas rare. Vous connaissez certainement Gaston Bachelard, et un exemple français extraordinaire, qui était un grand philosophe, mais un chimiste à la base. Donc c'est quelque chose qui est finalement relativement courant. On entend parfois un astrophysicien qui est philosophe aussi, qui s'exprime beaucoup sur l'évolution du monde en ce moment, qui est français aussi. Ce n'est pas quelque chose de rare, c'est même, je trouve, quelque chose de sain. C'est prendre vraiment du recul au quotidien sur ses activités.
C'est réfléchir au rôle qu'on peut jouer, c'est réfléchir aux problèmes sociétaux, et ça nous entraîne très vite à chercher des solutions. Donc c'est une très bonne question. Bonjour. Vous avez parlé du catalyseur fait à partir de la renouée du Japon. En fait, dans vos différents exemples, on a l'impression que ce catalyseur peut catalyser différentes transformations. En fait, le catalyseur, actuellement, il est sélectif. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez l'utiliser dans pas mal de domaines, en fait. Alors, on peut l'utiliser dans pas mal de domaines, mais avec une propriété commune à ces domaines. C'est-à-dire que c'est un catalyseur basique. Je ne sais pas si... Je crois que la chimie vous parle si vous posez cette question, donc je ne m'inquiète pas pour la réponse. Donc du coup, voilà, c'est une excellente base. Si vous êtes chimiste, je peux même aller jusqu'à sa structure. Au moins, ça me permettra d'en parler, parce que j'en parle jamais. Donc en fait, c'est un catalyseur qui est fait de 2 éléments qu'on connaît un peu en géologie, mais pas du tout en chimie, de la ferschildite. C'est un carbonate double de calcium et de potassium, et un phosphate mixte en fait, de magnésium et de potassium. Donc c'est une entité à caractère basique marqué, qui est associé à du magnésium, qui est un acide de Lewis. Donc on a 2 propriétés au sein du catalyseur. C'est un acide de Lewis et c'est une base, ce qui le rend assez unique et intéressant. Ce qui fait qu'il est polyvalent. Il est polyvalent tant qu'on a besoin d'une catalyse basique. Voilà. Pour produire le KDG, parce que vous le produisez du coup. Il a fallu le faire. Voilà, oui. et donc du coup, au niveau des solvants, vous utilisez quoi? Alors là, oui. Là, en fait, au moment où on a développé cette chimie, c'était un vrai défi. C'est compliqué. C'est pas une molécule facile. Donc là, on n'a pas travaillé en fait l'empreinte environnementale du procédé. L'idée première, c'était de vérifier en fait que ce KDG était bien utilisé par la bactérie, que le gène était présent. Mais encore fallait-il qu'il soit exprimé. Donc on l'a vérifié en le synthétisant. C'est une synthèse multi-étapes assez compliquée. Donc là, j'avoue qu'on n'a pas été, je veux dire, au haut niveau de la chimie verte tel qu'il faudrait. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé du secteur de la chimie qui est en crise actuellement, qui est dû aussi à la concurrence américaine et chinoise, et dû aussi à l'approvisionnement en matières premières, en métaux notamment. Est-ce que vous pensez que les procédés que vous avez montrés de phytoextraction pourraient permettre de pallier ce problème et de récupérer de la matière première de matériaux critiques? Alors oui, complètement. Merci aussi pour la question. Donc, il faut savoir que l'industrie chimique européenne souffre de la concurrence chinoise, mais pas que. Également indienne, qui veut s'imposer sur le marché, qui monte, qui progresse énormément, à des prix humains et environnementaux contestables, mais c'est une réalité. Alors oui, la réponse à votre question, c'est que ces solutions le permettent. La semaine dernière, il y avait un séminaire sur les métaux critiques, donc qui a permis de montrer que certaines de ces plantes qu'on étudie beaucoup, qui sont parfois trop abondantes, ces fameuses plantes exotiques envahissantes, pouvaient les capter et les recycler dans des effluents industriels. Donc je l'ai expliqué très en détail, vous verrez le résumé qui est déjà en ligne, dans le cas du palladium, qui est typiquement un élément tel que vous l'avez signalé, qui n'est absolument pas présent en Europe. Pire, c'est la Russie qui a le monopole de sa production, enfin, pas le monopole, mais qui est le plus gros producteur. Donc c'est un vrai souci en termes d'approvisionnement. Et on peut effectivement recycler, par exemple, le palladium grâce donc, aux propriétés de végétaux quand on les étudie finement. Et comme ce sont des plantes envahissantes, donc très abondantes, trop abondantes, on a des matériaux entre les mains naturels qui nous permettent de progresser sur ces recyclages qui n'avaient pas été étudiés jusqu'à présent. C'est une façon de limiter notre dépendance. Ça ne fera que la limiter. Et il faudra bien s'approvisionner de temps en temps, mais au moins pas dans les quantités actuelles. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez travaillé sur les cyanobactéries responsables de la prolifération, je crois, des algues vertes? Est-ce qu'on peut trouver un moyen au moins de les détruire et peut-être de les valoriser? Alors, je n'ai pas travaillé personnellement dans ce domaine parce que, vous voyez, là déjà, il faut déjà pas mal de compétences interdisciplinaires. Donc là, c'est un domaine que je connais moins. Donc non, moi, personnellement, je n'y ai pas travaillé. Mais d'autres s'y intéressent.
Voilà, donc la première chose à faire à chaque fois qu'on est face, je veux dire, à des proliférations d'organismes, voilà, comme je le disais, à cause de notre maladresse, qui ne sont plus dans leur habitat naturel, la première chose, c'est de comprendre en fait leur physiologie pour savoir pourquoi ces organismes sont si prolifiques, si dynamiques, et donc mettent en péril les espèces locales. Ça, c'est la première étape. Et quand on a en général mieux compris leur physiologie, ça donne des idées pour limiter leur prolifération dans des conditions acceptables, parce qu'il y a parfois aussi des erreurs. Je ne sais pas s'il y en a dans ce domaine, mais dans le cas des plantes envahissantes, il y en a eu, où il y a eu des maladresses, parce qu'on veut les éliminer à tout prix, et on détruit en fait eh bien, l'écosystème, parce qu'on utilise des solutions qui sont pensées sur le court terme, et qui ont finalement créé d'autres problèmes. Donc voilà, ce sont des sujets qui émergent progressivement. Peut-être que lors du séminaire sur les espèces envahissantes, on parlera de ce sujet particulier. Mais voilà, il y a vraiment une réflexion des connaissances scientifiques à acquérir avant de résoudre le problème. Mais merci de soulever ce sujet important. Oui, concernant le zinc, donc vous avez parlé de quelques pourcents dans les feuilles, donc il faut les récolter. Et quel est sinon ça retournerait dans le sol et la concentration du zinc dans le sol ne baisserait pas. Elle baisse dans le sol à quelle vitesse pour recréer justement une autre biodiversité? Et est-ce que c'est juste les quelques premiers centimètres qui permettent d'installer une autre type de végétation, ou est-ce que c'est plus profond dans le sol? Merci. Alors en fait, il y a deux questions en une, puisqu'il y a la reprise de la biodiversité et il y a la diminution de la concentration métallique dans le sol. Donc les expériences, je vous ai parlé des Cévennes, mais on fait ça à très grande échelle en Nouvelle-Calédonie, donc territoire où l'extraction du nickel est très intense. La reprise de la biodiversité de l'écosystème initial va plus vite que ce qu'on anticipait. Sur l'exemple que je vous ai montré dans les Cévennes, le pas de temps, c'était 2 ans pour que la nature réagisse, reprenne ses droits et se développe. On n'avait pas encore retrouvé l'écosystème initial, mais on tendait vers cet écosystème initial, parce que des plantes beaucoup plus communes arrivaient à se redévelopper. En Nouvelle-Calédonie, on a montré qu'en 10 ans, un écosystème très proche de l'initial, solide, robuste et durable, était en train de se mettre en place. Donc ça va plus vite que ce qu'on craignait, ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, on ne revient pas à l'état initial en termes de diminution de la concentration des éléments métalliques. Mais les deux ne sont pas directement liés. Le fait de diminuer un petit peu la concentration métallique, qui est réelle grâce à ces plantes hyperaccumulatrices, d'utiliser des légumineuses pour réintroduire de l'azote dans le sol, favorise suffisamment en fait la reprise d'une biodiversité normale, classique et attendue. Donc vous voyez, les deux pas de temps sont un petit peu différents. Sur l'exemple très précis des Cévennes, où en 2 ans la végétation se redéveloppait, l'ADEME avait fait des estimations, des calculs pour savoir combien de temps il faudrait pour dépolluer, parce qu'il est accessible par les racines. Quand on a une légumineuse, c'est assez bien, parce qu'il y a un système racinaire extraordinaire. Les calculs de l'ADEME, c'était 50 ans. Donc on voit un peu la différence entre dépolluer et restaurer la biodiversité. Ce sont 2 sujets un petit peu différents. Et du coup, je n'ose même pas parler de dépollution. Dans mon langage, je ne l'utilise pas parce que c'est quelque part un peu un leurre. Il faut bien comprendre que la pollution qu'on a engendrée est un problème qu'on va traîner très longtemps. Il est extrêmement difficile à résoudre. Mais la reprise de la biodiversité est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Et à chaque fois, le même exemple se reproduit. C'est que le fait qu'une végétation normale se redéveloppe, ça limite d'entrée l'érosion du sol, qui est très important. Ça nous permet d'arrêter le lessivage du sol lors des épisodes pluvieux et de continuer en fait à propager cette pollution par l'eau, qui est un véhicule extrêmement puissant de la propagation de la pollution. Voilà. Donc il faut le voir à 2 niveaux. Restaurer, dépolluer. Il y a en plus des plantes, il y a toute la vie des animaux et autres. Si c'est à grande échelle, il ne peut pas y avoir de protection physique
pour empêcher certains types d'herbacées. Bon, les escargots, les mulots et ainsi de suite vont... Alors, est-ce qu'il y a une forme d'éducation de ces animaux, ces plantes sont toxiques, il ne faut pas les manger? Alors, oui, question très utile qu'on s'est posée assez tôt d'ailleurs, quand on a déployé ces travaux à grande échelle. Hein. En Nouvelle-Calédonie, c'est 6 hectares, c'est quand même pas si mal pour des chercheurs, on s'est posé la question. Pareil dans les Cévennes. Alors, j'ai 2 éléments de réponse à vous donner. Dans les Cévennes, la première inquiétude, c'est que notre superbe légumineuse a de très belles inflorescences qui ont attiré quelques abeilles. On n'a jamais vu d'herbivores, alors aucun n'a osé venir sur ces terres très polluées, mais les abeilles sont venues, et tout de suite ça nous a interpellés, surtout quand on est dans les Cévennes où il y a une tradition apicole développée, il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont très actifs, qui produisent un miel d'ailleurs de très bonne qualité, miel notamment de châtaignier, et on s'est dit mais est-ce que ces abeilles ne vont pas contaminer le miel que les apiculteurs produisent? Donc c'est un travail qu'on a étudié pendant 3 ans. Et on a étudié, en fait, voilà, il y a eu un volontaire, apiculteur très courageux, qui a exposé certains de ses ruchers. Et on a vu finalement quelque chose, là encore, qu'on n'avait pas anticipé. Alors oui, le pollen était contaminé par les aimants métalliques, les poussières métalliques du site, mais le miel était de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que les abeilles faisaient un nettoyage dans leurs ruches. Nettoyaient la pollution, la retiraient, l'éliminaient. Et c'est quelque chose qui nous a épatés, et qui est devenu un autre programme de recherche après pour essayer de comprendre en fait les mécanismes qui consistaient à effectuer ce nettoyage à l'intérieur de la ruche. Donc ça a été un premier élément de réponse assez extraordinaire du travail en fait des abeilles dans la ruche. En Nouvelle-Calédonie, l'autre problème qui se passait quand on a commencé ces travaux, c'est que nous, je dis nous, l'être humain, encore fait maladresse, encore une de plus, a introduit le cerf, qui n'existait pas en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il est invasif. Donc, la conséquence, c'est que nos jeunes plants, oui, étaient grignotés par ces cerfs. On les a protégés après, on a mis des grillages autour, c'est un travail de Romain, voilà, mais on l'a fait quand même. Et on s'est posé la question de savoir si, là encore, on n'allait pas contaminer la chaîne alimentaire, parce que si le cerf est envahissant, il est bien sûr largement consommé. Et finalement, on s'est rendu compte en fait, que les cerfs ne venaient grignoter que les jeunes feuilles, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas encore chargées en éléments métalliques. Donc oui, il y a la perception de quelque chose. Pour vous dire quoi, c'est encore trop tôt. On aimerait bien approfondir en fait, ce sujet qui souffre un peu de manque de financement, voilà, très concrètement. Mais voilà, il y a quelque chose qui est détecté et ça a été une conclusion assez heureuse. Je ne dis pas que ce sera le cas à chaque fois. Mais ce sont 2 exemples où on s'est posé la question et finalement la réponse est assez encourageante. Il y avait d'autres mains levées tout à l'heure. J'ai une question sur l'image de la chimie dans la société. Bon, vous l'avez dit, elle est mauvaise. Alors, une petite critique. Si vous indiquez 73% de produits toxiques, vous ne contribuez pas non plus à cette bonne image. Et en quoi est-ce un bon indicateur, puisqu'on veut produire des produits toxiques? Alors, sur l'image de la chimie, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une instrumentalisation aussi quand même anti-chimie et qui part un peu dans tous les sens? Bref, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, les chiffres que j'ai donnés, ce sont les statistiques, hein, comme je vous l'ai dit, d'Eurostat. Il faut les connaître, il ne faut pas les ignorer. Parce que si on veut résoudre les problèmes, il ne faut pas ignorer la réalité. En revanche, moi, ce n'est pas la chimie que je propose. Pour moi, ce n'est d'ailleurs pas de la chimie. C'est un usage, un détournement de connaissances chimiques à des fins industrielles, financières, etc. Après, on en profite aussi un petit peu quand même. Donc, mon discours et mes travaux de recherche, je présenterai rapidement à la fin, c'est de montrer qu'on peut faire autrement. C'est ça le discours que je propose. On peut faire autrement, on peut produire autrement, à condition de revisiter, de repenser en fait la chimie. Et aussi de s'intéresser à ce qui est merveilleux, c'est la fameuse chimie de la nature, parce que comment ne pas reproduire à l'infini les mêmes erreurs, c'est en ayant approfondir un peu les solutions que la nature met à notre disposition.
On l'a vu à travers l'oxydation, à travers la catalyse basique, les réductions. Comment fait la nature? C'est très inspirant. Et le cas de l'oxydation est manifeste. C'est là où le procédé industriel qu'on a développé est très compétitif. Donc voilà, mais il faut l'expliquer, il faut le partager pour montrer que c'est quelque chose de possible. Et ce qui est embêtant, c'est d'avoir ce schéma réducteur en confondant la discipline scientifique et certaines applications de la discipline. Il ne faut pas mélanger les deux, sinon on ne s'en sortira pas. Donc, vous l'avez vu aussi, la chimie apporte des connaissances absolument essentielles à l'écologie scientifique. Donc la chimie peut être extrêmement positive. Il faut montrer par l'exemple, c'est la seule solution que je connaisse, par l'exemple qu'on peut faire autrement, qu'on peut produire une chimie qui est très respectueuse de l'environnement et qui va même être la force motrice des solutions écologiques. Si on est capable de faire un ARN pré-messager parce qu'on s'est occupé d'une légumineuse qu'on a réinstallée sur un site pollué où il n'y avait plus aucune végétation, c'est la vente de l'ARN messager qui va soutenir financièrement le développement des légumineuses sur le site. Donc la chimie devient positive. Mais il faut aussi le voir sous cet exemple-là, parce que ça existe aussi, mais on n'entend pas assez. J'avais une question, toujours en lien avec cette image de la chimie. Est-ce que vous pensez, personnellement, dans le futur, qu'on peut envisager une chimie verte, enfin majoritairement verte? Est-ce que vous croyez en ça? Alors j'y crois, parce que sinon je ne travaillerais pas sur ce sujet-là. Donc oui, je crois que c'est possible. En fait, je vais vous donner un exemple que j'ai partagé, je crois que c'était la semaine dernière, qui montre que de toute façon on n'a pas le choix. On ne peut pas reproduire à l'infini les mêmes erreurs. Les conséquences sont dramatiques, donc on ne peut pas continuer. L'exemple qui rejoignait le commentaire qui avait été fait tout à l'heure de la compétition de l'industrie chimique européenne donc avec le milieu asiatique. L'exemple de l'Inde, quand vous pouvez retrouver un très beau reportage sur Arte d'Hyderabad, qui veut être la pharmacie du monde, c'est-à-dire qui veut produire le plus de médicaments au monde et être le numéro 1. Il faut voir à quel prix ce centre industriel veut devenir le numéro 1 au monde. Ça occasionne en fait des conditions de travail déjà pour les chimistes qui travaillent dans cette entreprise qui sont absolument inacceptables, des situations précaires, mise en péril de leur santé, un manque d'investissement dans les infrastructures avec des accidents répétés. C'est pas tolérable et ça peut pas tenir longtemps. Et ça va encore plus loin. Ça va jusqu'à la production de systèmes complètement pollués. Il y a une rivière qui passe le long de ce centre industriel qui est extrêmement polluée et qui a généré des bactéries nouvelles qu'on ne connaît pas et qui résistent à tous nos antibiotiques, qui créent des situations d'épidémie absolument dramatiques. Ça, c'est une vision qui est absolument, qu'on ne peut pas accepter, c'est évident, mais c'est la vue à court terme de ceux qui n'ont vu qu'un retour financier, mais il ne va pas durer longtemps, parce qu'ils détruisent tout parallèlement dans ce pays où il y a d'autres choses magnifiques. J'ai vu récemment un reportage sur l'agriculture naturelle qui est absolument merveilleux, qui devrait tous nous inspirer dans l'agroécologie. Donc c'est un pays de contraste qui est en train de se développer, qui fait des erreurs et qui fait de très belles choses à côté. Si on a une vision à court terme, oui, on a des projets délirants comme cela. Mais si on a une vision à court terme, il n'y a que ces solutions durables, naturelles et écologiques qui resteront. Donc on n'a pas le choix et on y arrivera forcément. L'idée, c'est quand même d'y passer le plus vite possible. Merci. Alors, pour continuer, comment les entreprises, les industriels de la chimie, alors on va dire en France ou en Union européenne, voient-elles les recherches en cours et comment vont-elles s'en emparer? Alors, il y a le problème financier, mais il n'y a pas forcément qu'un problème financier. Et à quelle échéance? Alors c'est bien sûr la question clé qu'il y a derrière tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, en fait on a déjà développé à l'échelle industrielle un certain nombre de résultats. Les 3 molécules qui dérivent de la catalyse basique à la renouée du Japon ont été industrialisées. Donc ça c'est déjà une première étape. Après, donc, comme d'habitude, un industriel est assez frileux pour changer. Un industriel de la chimie qui a travaillé pendant 50 ans à optimiser son procédé a énormément de mal à changer et à accepter de redémarrer à zéro avec quelque chose de nouveau. Donc on a choisi
nous-mêmes de créer cette activité industrielle, de créer les entreprises qui vont montrer la faisabilité, la rentabilité de ces procédés. On prend des risques, c'est difficile, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais c'est la solution qu'on a choisie pour leur montrer, en fait, tout simplement, que oui, c'est économiquement rentable et que ça change complètement, en fait, ces données environnementales. C'est la solution adoptée. Et quelque part, ça fonctionne. Alors évidemment, on aimerait que ça aille encore plus vite, hein, mais quelque part, ça fonctionne puisqu'on arrive à travailler avec. Alors, pour que ces industriels s'accaparent ces systèmes de production qui sont complètement nouveaux, qui sont pensés différemment, en fait, il ne faut pas leur dire voilà le procédé. Alors tout est breveté, ça c'est pas dit, mais le CNRS accepte d'investir assez lourdement dans la protection de ces résultats pour qu'ils puissent être industrialisés, mais il faut aussi accompagner la technologie. Il ne faut pas simplement dire vous avez un droit d'exploitation, allez-y, faites. On a montré que c'était rentable. Il faut les accompagner vers cette transition et donc travailler ensemble pour qu'ils puissent progressivement s'accaparer ces procédés qui sont quand même une remise en cause de ce qui a été fait pendant longtemps, donc qui n'est pas forcément simple. Donc c'est à ça qu'on travaille en fait. Et donc, suite à toutes ces explications, est-ce que vous pensez que grâce à vos travaux de recherche les plus élaborés dans le domaine de la survie des plantes en milieu hostile, est-ce que vous pensez que cela pourrait être comment dire, prolifique, peut-être bénéfique, pardon, à la production et la plantation de plantes en milieu encore plus hostile, par exemple, c'est un sujet d'actualité, par exemple, dans l'espace, à travers des serres, donc des milieux vraiment très arides, qui pourraient être du coup avantagés par les travaux que vous avez faits. Alors, j'ai montré un exemple, mais vous n'étiez pas arrivé, qui n'est pas mon travail, mais je trouve très joli, donc je vais le citer. Donc, c'est le fameux arbre du désert. Vous savez que je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, vous l'avez vu. Donc, en fait, c'est un exemple de cet arbre qui résiste en milieu désertique, mais qui est un arbre local. Il faut faire quand même attention de ne pas reproduire sans arrêt les mêmes erreurs. Donc, c'est un arbre qui est présent au Sénégal, qu'on connaît bien. Donc, il est, je veux dire, dans son milieu naturel. Mais on le réimplante massivement en fait, pour participer à la reforestation en fait, de ces zones qui ont été complètement détruites. Il été détruites en particulier pour développer des activités agricoles, mais maladroitement. Donc on essaie de réimplanter ces arbres parce qu'ils ont ces aptitudes à résister au milieu désertique. Ça, c'est un exemple particulier. Après, quand on développe les travaux en Nouvelle-Calédonie, je peux vous en parler parce que ça ressemble à ça. Donc là, le milieu extrême, c'est pas le désert, c'est la forte dégradation des sols juste après l'exploitation des minerais, mais juste après. Et on arrive juste après, on fait un constat qui est terrible. Hein. Là encore, la vie est réduite à pas grand-chose, il n'y a plus aucune plante, on n'a rien pour qu'une plante puisse développer, d'ailleurs une bactérie non plus, mais vous avez un lot d'éléments métalliques toxiques qui est absolument extraordinaire. Ils n'ont pas été apportés, c'est simplement qu'on on a broyé les roches, on a travaillé le sol et puis on les a dispersés, répandus partout. Donc là, la première chose à faire, c'est déjà de faire un inventaire de la situation, comprendre la nature du sol et comprendre la réaction de la nature à proximité de ces zones fortement dégradées. C'est absolument essentiel. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et dire « Tiens, la plante que j'ai installée là était très résistante quand il y avait du zinc, alors je vais l'implanter à 1000 km où il y a une pollution de zinc. » Il ne faut pas jouer à ça. Il faut vraiment regarder comment la nature s'adapte, comment la nature réagit pour réimplanter des espèces qui vont pouvoir résister à ces conditions extrêmes, mais qui sont dans leur habitat naturel. Ainsi, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, ce qui est fait, c'est un inventaire botanique. Avant exploitation, c'est obligatoire. C'est une très très belle réglementation, ça devrait l'être partout. On sait ce qu'il y avait avant. Et parmi ce qu'il y avait avant, on va aller chercher ce qui a une chance de résister, parce que ce sont des espèces qui ont plus de tolérance que d'autres. Et progressivement, quand on restaure le site, on réintroduit de plus en plus celles qui sont peut-être un petit peu plus fragiles, pour retendre vers l'écosystème initial. Mais il faut respecter ces règles écologiques de base fondamentales
pour avoir une vue sur le long terme et ne pas reproduire des erreurs de précipitation ou d'expériences un peu extraordinaires qu'on regretterait. Parce que comme vous l'avez vu un certain nombre de fois, on imagine mal les conséquences de ce qu'on fait. On se rend compte a posteriori qu'on a été extrêmement maladroit. En voulant résoudre un problème, on en a créé un autre. C'est une leçon qui revient tout le temps. Donc voilà, il faut prendre du recul sur tout ça. Et puis voilà, avoir un maximum de connaissances scientifiques. J'appelle ça, moi, une responsabilité éthique pour ne pas se précipiter sur la solution et vraiment très respectueux de l'environnement naturel du lieu. Du coup, je me demandais, parce que vous avez dit que les États, parfois, les grandes entreprises ont parfois du mal à accepter les principes de l'économie verte. Comment on pourrait convaincre du coup, ces grandes entreprises lorsqu'il n'y a pas d'avantage économique pour eux? Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, s'il n'y a aucun bénéfice économique, on va mettre en péril l'entreprise, donc elle ne se lancera pas. Donc je pense qu'il faut, ce que j'ai essayé un petit peu de montrer tout à l'heure, mais c'est vraiment derrière nos travaux, montrer que bénéfice écologique et bénéfices économiques sont compatibles, à condition de repenser les choses différemment. Donc il y aura tout un colloque, j'ai expliqué, qui va être consacré à ça à la fin, pour montrer des modèles économiques qui tiennent la route sur cette base-là. Mais c'est ce qu'on essaie aussi de montrer par nos travaux, en s'intéressant au déploiement d'une solution écologique face à un problème avéré. On peut faire émerger une solution économique et qui ne sera pas forcément non compétitive. Il faut vraiment sortir de ce raisonnement très basique qu'on entend partout. Il y a bien des exemples dans ceux qui ont été présentés où on montre que c'est tout à fait rentable d'un point de vue économique, à condition de donner les moyens d'investir et de les déployer sur le long terme. C'est le à condition qui manque un peu. C'est difficile quand une entreprise est fragilisée par une compétition un peu déloyale à l'autre bout du monde de lui demander de prendre ce risque, mais c'est pourtant une condition pour avancer et montrer qu'on peut faire autrement. Donc là, pour moi, la démonstration, c'est par l'exemple. C'est pour ça qu'avant d'attendre qu'un industriel dont l'année a été difficile se lance, on peut attendre longtemps. On comprend tous les risques. On crée nos entreprises qui sont peut-être petites au départ, mais qui font l'effort du transfert de la recherche vers le milieu industriel pour, avancer au maximum, rassurer et montrer la faisabilité et la rentabilité économique qui est tout à fait possible. Ce n'est pas antinomique. Il ne faut pas opposer sans arrêt écologie et économie. Il faut simplement mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement économique, c'est-à-dire sortir très clairement de l'économie linéaire, qui épuise ses ressources et qui finira très mal. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on sait aujourd'hui que notre alimentation est très, très appauvrie en oligo-éléments. Et j'ai juste envie de dire que Antilis vulnaria, qui s'appelle la vulnéraire, voilà. Bon. Elle est entièrement comestible, elle est pleine de zinc, et peut-être qu'on peut simplement la consommer. On peut la consommer comme ça. D'ailleurs, elle est très très bonne en liqueur. Oui, alors c'est pas le même écotype. C'est un écotype très particulier. Antilis vulneraria qui accumule le zinc, c'est un cas particulier sur un site donné. C'est l'exemple typique d'une plante qui s'adapte naturellement aux pressions qu'elle rencontre. Mais l'Antilis vulneraria que vous pouvez trouver ailleurs, qui est effectivement assez répandue, d'ailleurs en Europe, en fait n'accumule pas le zinc. D'accord ? Il faut bien faire la différence entre l'adaptation locale d'une plante qui a survécu en faisant l'hyperaccumulation, parce qu'elle était contrainte de le faire, c'est ça où elle mourait. Donc elle a trouvé cette solution astucieuse d'extraire le zinc et de le stocker en le mettant très à l'abri dans les vacuoles des cellules végétales, comme pour s'en protéger. Ça reste une exception, donc un écotype très local qui a survécu sur un site pollué. Mais d'ailleurs, on la retrouve à 2 km de là où elle n'accumule rien du tout. Et là, c'est l'Antilis vulneraria plus connue. Pour la renouée du Japon, c'est pareil. En fait, c'est une plante qui est extrêmement... elle est pleine de vertus. Et la considérer comme invasive, c'est étonnant.
Alors, c'est la réglementation européenne qui l'a établie, qui existe. Elle est aussi en France dans les 80 espèces officiellement exotiques envahissantes. Oui, elle a plein de vertus. On l'a fait venir en Europe parce qu'on la trouvait belle. Ça a commencé comme ça, parce qu'elle a eu un prix de plante ornementale. Sauf qu'elle n'est pas dans son environnement. Oui, puis elle est mellifère. On voit les abeilles venir 2 fois par an, donc se nourrir. Donc elle a des qualités, mais elle est un vrai problème. Venez au séminaire sur le sujet. C'est une catastrophe qui envahit toutes les zones humides sur des kilomètres et des kilomètres parce qu'on ne contrôle absolument pas sa prolifération et qu'elle étouffe toutes nos plantes indigènes avec plein de conséquences écologiques, mais pas que. Économiques, les zones humides sont très précieuses pour beaucoup de raisons. Elles gênent l'écoulement des eaux là où elles se propagent, donc elles favorisent les inondations. Donc c'est un véritable drame, pas à cause de la plante. On est bien d'accord, ce n'est pas la plante qui est en cause, c'est l'activité humaine qui l'a installée là où il ne fallait pas l'installer. Elle résiste aux prédateurs de façon absolument extraordinaire, mais c'est un sujet d'étude en soi d'ailleurs, pour savoir pourquoi elle résiste si bien, pourquoi en fait elle est donc aussi dynamique. Donc ce sont des questions physiologiques auxquelles on s'est intéressé, et c'est en s'intéressant à la physiologie de cette espèce, d'ailleurs, qu'on a pu découvrir qu'elle pouvait devenir un catalyseur basique. Donc il faut bien remettre le sujet à sa place. Voilà. Moi, j'ai rien contre la renouée du Japon, qui effectivement est une plante assez merveilleuse, mais malheureusement, on l'a installée là où il ne fallait pas, et là, ça commence à être un drame. Donc c'est une réglementation officielle. Normalement, on n'a pas le droit d'y toucher à cause de ce caractère envahissant, qui est un très très gros problème actuel. Et est-ce qu'il n'y a pas une corrélation de fait entre le caractère invasif et le caractère d'arriver à extraire, à survivre dans des conditions difficiles, etc. On a l'impression que ça peut être lié quand même. Alors oui, le cas de la renouée du Japon est typique, puisqu'elle ne se développe pas que dans les zones humides, elle se développe aussi sur des sites industriels, là où effectivement la qualité du sol est médiocre et où les plantes indigènes ont énormément de mal à se développer. On voit la renouée du Japon proliférer. Donc oui, elles ont une dynamique absolument extraordinaire. Et ça peut être aussi un sujet d'inquiétude, puisqu'elles peuvent aussi finir, certains le disent, nous on ne l'a toujours pas noté, mais accumuler peut-être des traces de polluants, et ça peut devenir aussi une entrée vers un transfert vers la chaîne alimentaire. Donc voilà, ce sont des questions sous-jacentes, mais elles sont effectivement extrêmement grégaires et se développent parfois dans des conditions où nos plantes locales n'y arrivent plus. Alors là, je suis pas trop d'accord avec cette réputation qu'on lui a faite, puisque ça fait 5 ans qu'on fait des analyses dans tous les sens et on ne trouve aucune action de dépollution. Aucune. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des cas où on le verra. Il faut se méfier parce que ces phénomènes sont évolutifs. Ce qu'on voit un temps T sera peut-être différent dans 5 ans. Pour l'instant, elle tolère des conditions de pollution, dégradation des sols. Mais on ne peut pas la qualifier de dépolluante. C'est aller un petit peu trop vite. Voilà. En ce qui concerne la photosynthèse artificielle, pour ne pas dire industrielle, est-ce que ce serait selon vous une voie, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des recherches, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, d'éliminer le CO2 pour le transformer en sucre, et puis en plus, après en énergie? Quelles sont les perspectives? Oui. C'est effectivement un sujet d'étude extrêmement pointu, qui est d'ailleurs développé au Collège de France aussi par le professeur Marc Fontcave. J'ai fait un petit état des lieux sur le sujet lors du premier séminaire, donc vous pourrez retrouver sur Internet, justement sur tous les usages qu'on essaie de faire du CO2. Donc effectivement, ça s'inspire de la photosynthèse, mais de façon beaucoup plus modeste. Beaucoup essaient de le transformer pour faire du dihydrogène vert. Donc en termes, je vais dire, de réduction du taux de CO2, c'est extraordinaire et très puissant. Malheureusement, c'est très consommateur d'énergie. L'électroréduction du CO2 pour faire des petites molécules carbonées qui ne viendraient plus du pétrole, mais du CO2 est également à l'étude, avec des résultats de recherche qui avancent, mais qui n'ont pas encore la maturité nécessaire pour être déployés à grande échelle. Mais il y a vraiment beaucoup d'activités dans ce sens et qui s'appuient effectivement sur une consommation astucieuse du CO2 pour en faire quelque chose d'utile.
Voilà. Pour l'instant, le vrai verrou, c'est le côté énergivore. Vous parliez tout à l'heure de l'exploitation du vivant. Existe-t-il des limites éthiques ou des freins à l'exploitation du vivant dans vos recherches ? Alors oui, et je peux vous dire même que le terme exploitation, déjà, ça me gêne. Donc moi, je ne suis pas dans l'exploitation du vivant. C'est quelque chose que, d'un point de vue éthique, effectivement, est difficilement concevable. Donc on peut se donner, je vais dire, le droit de transformer, je vais dire, des organismes vivants s'ils deviennent problématiques. J'expliquais le cas encore de la renouée du Japon. Voilà, il y en a, je vais dire, des kilomètres et des kilomètres qui étouffent la vie aquatique. On a vu les zones humides, on a vu la semaine dernière des plantes aquatiques qui sont une véritable catastrophe. On est obligé de prélever, sinon il n'y aurait plus de vie aquatique. Dans ce cas-là, les transformer en quelque chose d'utile, oui, pour moi, ça a du sens. C'est la plante, par exemple, comme la légumineuse qui accumule le zinc. Il ne faut pas la laisser se développer, sinon, effectivement, je ne sais plus quelle personne a dit très justement, quand les feuilles vont mourir, le zinc va retourner vers le sol, il sera passé par la feuille, donc il sera soluble dans l'eau, donc ça peut être dangereux. Donc oui, il faut valoriser, en fait, ces espèces vivantes dans ces cas-là. Mais il faut faire bien sûr très attention à la transformation du vivant pour son propre profit, comme vous le dites, exploiter le vivant. Attention, c'est comme ça qu'on met en péril la biodiversité, donc il faut être extrêmement soucieux de ce qu'on valorise, à quel rythme, et bien sûr être dans le respect complet de la nature, c'est absolument essentiel. Question importante, vous avez raison de le souligner. Merci. Moi, c'était autre chose, c'était par rapport à vos documentations. Avec quoi est-ce que vous vous documentez pour alimenter et inspirer toutes vos recherches ? Le travail du chercheur, le travail numéro 1, c'est de lire. On y passe beaucoup de temps. Lire la littérature scientifique, les publications scientifiques qui sont partagées, qui sont publiées par l'ensemble des collègues dans le monde entier, pour déjà commencer à comprendre un sujet avant de vouloir répondre à une question. Après, ça peut aussi être de comprendre au maximum la question en faisant des inventaires locaux, sur place, sur le terrain, pour ne pas partir tête baissée. C'est prendre beaucoup, beaucoup de temps de réflexion qui est nourri par la lecture, par les expériences passées et par des observations de terrain. Voilà. D'ailleurs, on peut en parler des observations de terrain. Ce n'est pas simplement de l'observation visuelle où on prend des notes et on revient. En écologie scientifique, donc on fait beaucoup, beaucoup de statistiques. On prend plein de données de terrain, mais avant de se permettre de dire qu'on peut en tirer des conclusions, on étudie d'un point de vue statistique si les conclusions sont significatives ou pas. Ce qui montre quand même, quand tu fais de l'écologie, il faut faire des maths. Une petite remarque au passage. Voilà. Mais c'est essentiel, donc prendre beaucoup de précautions pour bien comprendre un sujet, un problème, une question scientifique, avant de réfléchir à la solution. Après, la solution, si on a bien compris le problème, qu'on a beaucoup lu, elle vient assez naturellement, pas toujours quand on l'imagine, mais elle viendra naturellement. Et après, on la partage, on travaille en équipe, on n'est pas tout seul. C'est très important de partager aussi ce qu'on imagine pour s'auto-critiquer, voir quels sont les points faibles. Je dirais, on peut résoudre les problèmes actuels de façon très simple. On a toujours des visions à court terme, on ne voit absolument pas ce qui va se passer, on l'anticipe mal. Donc c'est comment sortir de là et être capable d'avoir une vision sur le long terme. Profiter des erreurs du passé, les digérer, les analyser pour surtout ne pas les reproduire et partager ces idées nouvelles avec un maximum de chercheurs compétents autour de soi pour entendre plein de critiques, essayer de les mûrir pour que la solution soit la meilleure possible. Et après, il va falloir l'étudier. Merci. Est-ce que selon vous, la chimie verte pourrait aller plus loin si l'État priorisait cette voie-là ? Alors, il y a eu un moment là où la vidéo de ma collègue, là, à l'époque où elle l'a tournée, c'est un petit peu ancien, vous avez vu les dates, 1990, 1998, il y avait un engouement extraordinaire en fait, pour la discipline. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un retrait. C'est toujours pareil, quand on est en difficulté, je dis l'industrie chimique européenne est mise en difficulté par la chimie en Asie, mais qui travaille dans des conditions qu'on ne veut pas accepter, et on a raison de ne pas vouloir les accepter. Quand on est en difficulté, on n'est pas très moteur, on a peur de prendre des risques. Donc il y a un frein. Ce que je regrette, c'est que même au niveau réglementaire, on régresse. Donc ça, c'est vraiment très très difficile à entendre.
Mais de toute façon, je pense que la chimie verte n'est pas suffisante. Il faut que la dimension chimie durable, dont j'ai montré que c'était vraiment très différent, se développe davantage. Et ça, il faut l'intégrer dans les raisonnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chimiste, il ne doit pas être que chimiste. Il doit aussi s'intéresser à l'écologie scientifique, à la biologie. Voilà, ça c'est fondamental. Il faut vraiment être à l'interdisciplinarité. Et puis, il doit quand même avoir conscience de la valeur économique de ce qu'il fait, mais tout en restant cohérent avec ses motivations écologiques. Donc pour moi, ce qu'il faut, c'est que le chimiste devienne un scientifique interdisciplinaire pour avoir une vue plus large, qu'il sorte des limites un peu simplificatrices de sa discipline. Et là, ça changera énormément de choses. Alors s'il n'y a pas trop de moyens financiers en ce moment pour ces choses-là, eh bien c'est vous, les jeunes qui venez ici, qui devez prendre le relais. Voilà. Et je pense qu'on avancera comme ça. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que les erreurs qu'on a commises, que ce soit maintenant encore ou auparavant, ne sont pas dues à un manque général de culture au niveau de toutes les règles, comme vous avez parlé dans des milieux hostiles, de ne pas faire n'importe quoi, pas jouer à l'apprenti chimiste? Est-ce que vous pensez que ça peut être dû à ça et qu'il y a un manque dans la société de connaissances? Alors vous avez complètement raison, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de connaissances des décideurs, avec le problème actuel dont on entend beaucoup parler, qui n'écoute même plus les conclusions des scientifiques. Donc c'est manifeste dans l'actualité, vous l'entendez souvent, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, ça c'est sûr. Voilà, quand on est dans son laboratoire, qu'on connaît les problèmes et qu'on voit qu'on va à nouveau développer des solutions qui vont dans le mur, on n'arrive même plus à comprendre ce qu'est l'être humain. On se dit mais c'est pas possible. On reproduit à l'infini les mêmes erreurs. C'est vrai que c'est par manque de connaissances. Mais des fois, ça va un petit peu plus loin que ça. Des fois, c'est aussi par manque d'humilité. J'ai essayé de le montrer en fait dans la présentation. Quand on développe des solutions qui sont extrêmement dures, on considère comme être les meilleures parce qu'elles viennent de notre cerveau humain, alors que l'évolution a eu des millions d'années pour perfectionner toutes ces transformations chimiques dans la nature, et qu'on les ignore ou qu'on veut les ignorer, considérant qu'on est forcément les meilleurs par définition, c'est aussi un vrai sujet d'inquiétude. Donc je pense que c'est un cumul de deux défauts qu'on répète, manque de connaissances et un manque d'humilité qui parfois justement gêne la connaissance, parce que c'est dérangeant d'aller voir en fait que notre idée est mauvaise. Voilà. Et du coup, ça permet de rebondir sur ce qu'a dit mon cher camarade. Et ne vous sentez-vous donc pas découragé par les faits de quelques perturbateurs à l'échelle mondiale, dont je ne citerai pas le nom, qui ont du coup des moyens qui sont assez importants, mais s'en servent avec une réflexion qui n'est pas très recherchée derrière. Et pensez-vous qu'avec des tels moyens et un tel financement, en combien d'années vous pourriez régler, même si je sais pas si c'est compliqué, mais tous les problèmes liés à la pollution des sols? Alors, je ne les réglerai pas toutes seules, ça faut en être sûr. Bon, par rapport à l'allusion que vous faites, que tout le monde évidemment a bien comprise, c'est un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure pour, l'Inde qui veut de la pharmacie du monde à n'importe quel prix. Ce sont des visions court-termistes qui ne dureront pas. Ça, c'est une évidence, parce qu'elles sont construites de façon tellement fragile qu'elles s'écrouleront. Mais elles font des dégâts, d'énormes dégâts. Donc, moi, je considère que si je reste découragée, on parle beaucoup d'éco-anxiété, si on reste dans ce schéma très négatif, sans espoir, c'est fini. Donc, je ne suis pas trop dans cette catégorie. J'ai envie de me concentrer sur des solutions, des espoirs. C'est la seule façon de penser positivement et d'avoir les bonnes idées. C'est ce que je pense. Et est-ce que un chercheur isolé dans son coin va faire bouger les lignes? Peut-être pas, mais on n'est pas tout seul, on est plusieurs à raisonner comme ça. Et c'est vraiment, comme je l'ai expliqué aussi, aller le plus loin possible dans ses recherches, quitte à créer l'entreprise pour montrer que c'est faisable, que ça tient la route à grande échelle, que c'est économiquement possible, le montrer par l'exemple. Ça change des choses. Et là, on commence à avoir des regards d'industriels conséquents, plus importants, qui disent « Ah ouais, oui, quand même, j'ai peut-être raté quelque chose, peut-être que je m'y intéresse de plus près. » Oui, ça apparaît comme ça. Il n'y a pas qu'en chimie, en écologie. L'expérience de l'agriculture naturelle en Inde est basée sur ce principe.
Donc vous avez un côté où l'Inde déploie des productions industrielles à n'importe quel prix qui sont dramatiques, puis vous avez des expériences magnifiques qui sont présentées comme ça, où une communauté donc, dans l'agriculture a choisi de faire autrement et montre par l'exemple que finalement leurs systèmes sont également rentables, mais suffisamment bien conçus pour que ce soit très rentable et durable. C'est ça qui fait la différence. Puis finalement, les agriculteurs qui sont en peine, dont les sols sont pollués, dégradés, qui sont complètement tributaires des produits chimiques, entre guillemets, néfastes, qui sont en train de tout détruire, y compris la fertilité des sols, les insectes pollinisateurs, ils sont en difficulté, les regardent et ça les aide à réfléchir. Donc c'est par l'exemple, on peut arriver à des résultats intéressants, et puis, mais il ne faut pas être trop pressé. Voilà. Donc pas se laisser décourager par les positions un peu faciles, négatives, parce qu'elles ne dureront pas, c'est pas possible. Mais merci de le dire, hein, on ne peut pas les ignorer non plus. Ça doit être une source de motivation, au contraire. Merci pour l'exposé. La nature et les humains sont... Il faut que l'humain regarde la nature. Et c'est Léonard de Vinci qui a dit oui. Regarde la nature, c'est là qu'est ton avenir. Tout à fait. Effectivement. Et Victor Hugo a dit on regardait la nature, mais qu'on ne l'écoutait pas. C'est une grande vérité. J'avais une question par rapport à la durée des recherches. Vous avez dit que ça avait pris 4 ans. Qu'est-ce qui rend les recherches aussi longues? Est-ce que c'est juste un problème de financement ou c'est autre chose? Ce sont plusieurs problèmes qui se conjuguent. Problème de financement, oui, bien sûr, ça je peux vous le dire. On passe beaucoup de temps à aller chercher des financements pour s'intéresser à ces sujets-là. Et puis ce sont aussi des sujets complexes. Voilà, on est dans des milieux extrêmes où une plante qu'on croit connaître par ailleurs ici s'adapte à des conditions très particulières qu'il faut comprendre, qui vit avec une bactérie qui était une espèce, je ne l'ai pas dit, mais qui était une espèce bactérienne nouvelle. Donc il y avait tout à comprendre. Donc voilà, ce sont des sujets difficiles, donc il faut aussi du temps pour être sûr de ces conclusions et pour comprendre comment les capacités d'adaptation de ces êtres vivants en milieu extrême. Donc c'est la conjugaison de toutes ces choses-là. Plus de questions? Écoutez, on va conclure. Merci à tous pour votre écoute et vos questions.